Au dîner, ma mère a posé sa fourchette à plat sur la table. J'avais un mois pour trouver un nouvel endroit. Ils avaient vendu la maison. Je ne partais pas avec eux. Sans avertissement, sans discussion. Mon père fixait son assiette. Ma sœur souriait. Le lendemain matin, leurs valises avaient disparu et la maison résonnait comme si je n'y avais jamais vécu. 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère me demandant pourquoi j'étais encore là. J'ai ri. Elle n'avait aucune idée de qui possédait cette maison. Avant que je vous raconte comment c'est arrivé, cliquez sur j'aime et commentez d'où vous écoutez si votre famille vous a mis à la porte. Je m'appelle Cheryl. J'ai 26 ans et je travaille dans la tech. Sur le papier, ça a l'air impressionnant. Dans la vraie vie, ça signifie juste de longues heures à fixer un écran, du café froid sur mon bureau et un cerveau qui ne s'arrête jamais vraiment. J'ai toujours fait profil bas. Pas de vêtements tapant accent grave l'œil, pas de grandes annonces. Si vous m'aviez croisé dans une épicerie, vous ne m'auriez probablement jamais regardé à 2 fois. C'est comme ça que ma famille m'a toujours vu, aussi. Quelqu'un qui se fondait dans le décor. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille américaine normale, une maison convenable, des dîners pris ensemble la plupart des soirs, des vacances qui rendaient bien en photo. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait une hiérarchie silencieuse que tout le monde comprenait sans jamais le dire à voix haute. Ma mère dirigeait tout. L'emploi du temps, les règles, l'ambiance de la pièce. Elle avait cette façon de sourire sans chaleur, comme si l'affection était quelque chose que l'on méritait, pas quelque chose qui nous était dû. Mon père la contestait rarement. Il n'était pas cruel, juste absent dans les moments qui comptaient. Quand les choses devenaient inconfortables, il trouvait quelque chose de fascinant dans son assiette. Puis il y avait mes sœurs. La plus jeune était encore au lycée, bruyante, dramatique, habituée à être gâtée. L'aînée, au début de la vingtaine, se comportait comme si le monde lui avait déjà promis plus. Elles avaient toutes les deux des opinions sur ma vie, sur mon travail, sur mon silence, sur le fait que je ne semblais aller nulle part. À table, leur voix remplissait l'espace. La mienne sortait à peine de ma gorge. J'ai appris très tôt à ne pas demander grand-chose. Mes anniversaires étaient modestes, parfois oubliés jusqu'à tard le soir. Les vacances étaient trop chères si je voulais venir, mais devenaient étrangement abordables quand c'était juste eux. Je restais souvent à la maison, je gardais la maison, je nettoyais, j'apprenais à être utile sans être remarqué. À l'adolescence, j'ai trouvé un travail après l'école. Non pas parce que je voulais de l'argent de poche, mais parce que demander quoi que ce soit à mes parents, c'était comme mendier. Avec mes premiers salaires, je me suis acheté un ordinateur portable d'occasion. Il n'était pas beau. Il surchauffait et gémissait comme s'il était toujours fatigué. Mais il était à moi. Cet ordinateur a tout changé. J'ai commencé à apprendre à coder la nuit, assise sur mon lit pendant que le reste de la maison dormait. La logique des lignes de code était cohérente, d'une manière que les gens ne l'avaient jamais été. On fournissait le travail, on obtenait des résultats. Pas de favoritisme, pas de devinette. Pourtant, à la maison, rien n'a changé. Je payais ma part, couvrais mes propres dépenses, restais silencieuse, les laissant croire ce qu'ils voulaient de moi. Je me disais que c'était temporaire, que tant que je ferais profil bas, je pourrais survivre là un peu plus longtemps. Je n'avais simplement pas réalisé qu'ils avaient déjà décidé que j'étais jetable. Ce dîner n'a pas commencé différemment des autres. La cuisine sentait le poulet rôti et le poivre. Les assiettes s'entrechoquaient. Ma mère se déplaçait avec cette énergie tendue et efficace qu'elle avait toujours lorsqu'elle avait déjà pris une décision et attendait juste le moment de l'annoncer. J'étais assise à ma place habituelle, les épaules encore tendues par le travail, me disant de manger vite et de disparaître à l'étage. Mon père s'est raclé la gorge une fois, puis s'est de nouveau tu. Mes sœurs se penchaient l'une vers l'autre, chuchotant et souriant comme si elles étaient dans le secret d'une blague que je n'étais pas censée entendre. Au milieu du repas, ma mère a posé sa fourchette. « J'ai besoin de l'attention de tout le monde », dit-elle d'une voix calme et mesurée. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Surtout la tienne, Cheryl. » Quelque chose s'est serré dans ma poitrine.
Elle n'a pas haussé le ton. Elle n'avait pas l'air en colère. C'était le pire. Elle parlait comme si elle lisait une liste de courses. La maison avait été vendue. La paperasse était faite. Il déménageait. Demain. J'ai cligné des yeux. Déménager? Où ça? Ça n'a pas d'importance, a-t-elle répondu. Ce qui compte, c'est que tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Tu as un mois. Les mots ne m'ont pas frappé d'un seul coup. Ils se sont empilés. Vendu. Déménager. Un mois. J'ai regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. Ses mains étaient jointes sur la table, les jointures pâles. Quand je me suis tournée vers mes sœurs, l'aînée a eu un sourire narquois. La plus jeune s'est pincé les lèvres, essayant de ne pas rire. « Vous êtes sérieux ?» ai-je demandé. Ma mère a hoché la tête. « Nous ne t'emmenons pas avec nous. » Elle l'a dit si nettement que ça semblait presque raisonnable, comme si c'était l'ordre naturel des choses et que j'avais simplement raté le mémo. Mon père a finalement parlé. « Tu es une adulte, Cheryl. Tu aurais dû prévoir ça. Prévoir que ma famille vende la maison sans me le dire. » La plus jeune a ricané. « Je suppose que tu ferais mieux de commencer tes cartons, » a-t-elle dit. « Les boulots dans la tech ne paient pas si bien que ça, n'est-ce pas? » Elles ont ri. Pas fort. Pas assez cruellement pour faire une scène. Juste assez pour piquer. J'ai attendu que quelqu'un dise que c'était aller trop loin. Que ma mère leur dise d'arrêter, que mon père intervienne. Personne ne l'a fait. Mon repas, intact, refroidissait. J'ai senti cette pression familière derrière mes yeux, celle qui précède habituellement les larmes. Je l'ai ravalée, pleurer n'avait jamais rien changé dans cette maison. Alors c'est tout, ai-je demandé doucement. C'est tout, a dit ma mère. Nous avons pris notre décision. Ils se sont remis à manger, à parler de quartier et d'école, et de combien le nouvel endroit serait plus léger, comme si j'avais déjà été effacée de la pièce. Je suis restée assise jusqu'à ce que ma chaise me semble plus lourde que mon corps. Puis je me suis levée, j'ai murmuré quelque chose sur le fait d'être fatiguée et je suis montée. J'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai appuyé mon front contre elle, écoutant leur rire monter les escaliers. À cet instant, quelque chose en moi a finalement basculé. Ce n'était plus de la négligence. Ce n'était pas du favoritisme. C'était une mise au rebut. Et alors qu'ils pensaient m'avoir simplement poussé hors de leur vie, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de se mettre dans une situation qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils sont partis le lendemain matin. Je me suis réveillée au grondement sourd d'un moteur de voiture devant ma fenêtre et au bruit de portières qui claquent. Un instant, j'ai cru avoir rêvé toute la scène. Puis j'ai entendu les talons de ma mère sur le parquet en bas, un son sec et final, comme un point de ponctuation. Quand je suis arrivée dans le salon, des cartons étaient empilés près de la porte. Le canapé était parti. Les photos de famille avaient été décrochées des murs, laissant des rectangles pâles là où des souvenirs étaient autrefois accrochés. Mon père se tenait près de la fenêtre, les clés à la main, déjà à moitié ailleurs. Ma mère m'a jeté un regard, comme si elle cochait un dernier élément sur une liste. « N'oublie pas, dit-elle en ajustant son manteau. Tu as un mois. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Plus difficiles pour qui? Mes sœurs sont passées devant moi en coup de vent, riant de leur nouvelle chambre, de leur nouveau quartier, de leur nouveau départ. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. La porte d'entrée s'est refermée, et d'un coup, la maison est devenue silencieuse. Pas un silence paisible, un silence creux. Je suis restée là un long moment après que leur voiture a disparu au bout de la rue. L'air semblait différent sans leur voix. Chaque son résonnait, mes pas, ma respiration, le bourdonnement du réfrigérateur qu'ils n'avaient pas pris la peine d'emporter. J'ai traversé la maison lentement, pièce par pièce. Des étagères vides, des murs nus. La maison de mon enfance réduite à une coquille. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule chose qui restait à l'intérieur. C'est là que le poids m'a finalement frappé. Pas la panique, pas la peur,
juste une lourde et profonde prise de conscience que ma famille avait coupé les ponts nettement. Ils n'avaient pas discuté. Ils n'avaient pas hésité. Ils avaient simplement décidé que je ne valais plus l'espace que j'occupais. Je me suis assise par terre dans le salon, le dos contre le mur, et j'ai fixé le vide. C'était habituellement le moment où j'aurais pleuré, où je me serais blâmée, où je me serais demandé ce que j'avais fait de mal. Mais à la place, quelque chose de plus froid s'est installé. Parce que la vérité, c'est que ça n'est pas sorti de nulle part. 2 mois plus tôt, je parcourais des annonces immobilières tard un soir, songeant vaguement à déménager un jour. C'est là que je l'ai vu. Mon adresse, ma chambre, des photos de la maison où je vivais encore, mise en scène et parfaite comme si je n'existais pas. Ils avaient mis la maison en vente sans m'en dire un mot. Je me souviens d'avoir fixé l'écran de mon ordinateur, me sentant d'abord blessée, puis en colère, et enfin lucide. Lucide d'une manière que je ne l'avais pas été depuis des années. Je ne les avais pas confrontés. Je n'avais pas posé de questions. J'avais passé un appel à la place. Pendant qu'ils emballaient des cartons et planifiaient leur avenir, je mettais discrètement quelque chose en marche, quelque chose de légal, d'irréversible. De retour dans le salon vide, je me suis levée et j'ai épousseté mes mains. La maison semblait trop grande, trop silencieuse. Mais pour la première fois, elle semblait aussi honnête. Ils pensaient m'avoir abandonnée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le moment où j'ai cessé d'être la personne sur qui ils pouvaient marcher sans conséquence. Et la prochaine fois que nous nous parlerions, l'équilibre du pouvoir ne leur appartiendrait plus. 6 mois ont passé. Pas en silence, pas par magie, mais de manière constante. La maison a d'abord changé, pas comme dans une émission de relooking spectaculaire, mais de façon intentionnelle. De nouveaux meubles ont remplacé les espaces vides. Le salon ne résonnait plus. La cuisine sentait à nouveau le café. La nuit, les lumières restaient allumées parce que je le voulais, pas parce que j'attendais que quelqu'un d'autre rentre. J'ai changé, moi aussi. Je me tenais plus droite. Je dormais mieux. J'ai arrêté de sursauter à chaque fois que mon téléphone vibrait. Ils n'ont jamais pris de nouvelles. Pas une seule fois. Pas de « ça va », pas de « tu as trouvé un endroit ». Rien. Je pense que dans leur esprit, j'avais déjà disparu. Le problème de quelqu'un d'autre. Le fardeau de quelqu'un d'autre. Puis, un après-midi alors que je travaillais de la maison, mon téléphone a vibré sur le bureau. Maman. J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire. Quand j'ai finalement ouvert le message, il ne contenait que 5 mots. Pourquoi es-tu encore là? Pas de bonjour, pas d'inquiétude, juste de la confusion, de l'agacement même. J'ai ri. Pas à voix haute. Juste une expiration silencieuse par le nez. Le genre de rire qui vient quand la dernière pièce du puzzle se met en place. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Puis un appel manqué. Puis un autre. Je les ai laissés là, non lus, pendant que je terminais mon travail. Quand j'ai finalement mis mon ordinateur de côté, je me sentais calme, ancrée. Ils étaient sur le point de découvrir la vérité, et je n'allais pas me presser. Ce samedi matin-là, j'ai entendu un moteur familier s'arrêter dans l'allée. Je n'ai pas regardé par la fenêtre tout de suite. Je savais déjà qui c'était. La sonnette a retenti. J'ai pris mon temps, j'ai lissé mon pull, j'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai ouvert la porte. Ils étaient là, tous les 4, comme s'ils attendaient d'être autorisés à rentrer dans un endroit qui leur appartenait encore. Le sourire de ma mère s'est figé à la seconde où elle a vu derrière moi. Le canapé, le tapis, les tableaux au mur. Les yeux de ma sœur parcouraient la pièce. La bouche de la plus jeune s'est littéralement ouverte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? A demandé ma mère en entrant sans attendre d'invitation. Mon père a suivi, silencieux comme toujours, le regard fixé au sol. La sœur aînée a passé ses doigts sur le dossier du canapé comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Ce genre de choses n'est pas donné, a-t-elle murmuré. J'ai fermé la porte derrière eux. Asseyez-vous, ai-je dit, en désignant le salon. Ils l'ont fait.
Ma mère a croisé les mains sur ses genoux, essayant de retrouver son calme. Cheryl, commença-t-elle. Nous devons parler de ce qui se passe ici. Je me suis adossée à mon fauteuil. Vous voulez dire, pourquoi je suis toujours dans ma maison? Sa tête s'est relevée d'un coup. Ta maison? Ma maison, ai-je répété calmement. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Ce n'est pas drôle, a finalement dit mon père. Je ne plaisante pas. Le sourire de ma mère était crispé. Tu n'as pas ce genre d'argent. J'ai haussé les épaules. Vous seriez surpris de ce qui arrive quand personne ne vous surveille. La plus jeune a ricané. Tu es en train de dire que tu as acheté cet endroit? Oui. Avec quoi? A demandé l'aîné. Tu payais à peine ton loyer. J'ai souri. Juste un peu. C'est ce que vous pensiez. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. Explique-toi, tout de suite. Alors, je l'ai fait. Pas tous les détails. Pas des chiffres qui leur auraient donné le vertige. Juste la vérité. Je travaillais dans la tech. Je développais des projets en silence depuis des années. Je m'étais associée avec quelqu'un de confiance. Nous avions bien réussi. Mieux que bien. J'ai vu l'annonce des mois avant que vous ne me le disiez, ai-je dit. Vous avez mis la maison en vente alors que je vivais encore ici. Alors, j'ai pris une décision. Le visage de ma mère se vida de toutes couleurs. Tu nous l'as laissé te vendre. Je l'ai acheté légalement. Tout est réglé. Les paiements, les factures, la propriété. Tout. La pièce semblait de plus en plus petite. Mon père s'est frotté les tempes. Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai croisé son regard. Parce que vous n'avez pas demandé. La plus jeune a sauté sur l'occasion. Si tu avais de l'argent, tu aurais dû nous aider. Ma mère lui a lancé un regard, puis s'est retournée vers moi. Nous avons eu quelques difficultés financières, a-t-elle dit, son ton changeant, s'adoucissant. Le nouvel endroit coûte plus cher que prévu. Les frais de scolarité arrivent. Nous aurions vraiment besoin de ton soutien. Voilà. J'ai hoché la tête lentement. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous avez vendu la maison sans me le dire. Vous m'avez dit que j'avais un mois pour partir. Vous avez ri quand j'ai demandé où j'étais censé aller. Et maintenant, vous me demandez de l'aide. Nous ne savions pas, a-t-elle insisté. Si nous avions su. Si vous aviez su que j'étais utile, ai-je dit, vous m'auriez traité différemment. Ce n'est pas juste, a dit faiblement mon père. Ah non. Je me suis levée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne vacillait pas. Ce qui m'a surprise le plus. Vous ne m'avez pas oublié par accident. Vous ne m'avez pas négligé. Vous avez fait des choix, encore et encore. Vous avez décidé qui comptait dans cette famille, et ce n'était pas moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous sommes toujours tes parents. Non, ai-je dit. Vous êtes des personnes avec qui j'ai un lien de parenté. Ce n'est pas la même chose. La sœur aînée a croisé les bras. Alors c'est ça. Tu nourrais de ta vie. Je fixe des limites. La plus jeune s'est mise à pleurer. Tu es cruelle. Je l'ai regardée. Non, je suis cohérente. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Vous devriez partir. Ma mère me fixait, stupéfaite. Ce n'est pas fini. Pour moi, si. Ils sont partis de la même manière qu'ils l'avaient fait des mois auparavant. Silencieusement, sans se retourner. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre elle, expirant pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. La justice n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était nette. Et enfin, la maison était vraiment à moi. Ils n'ont pas disparu tout de suite. Pendant des semaines après ce jour, mon téléphone s'est allumé d'appels manqués et de messages. Mon père a laissé des messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par des prétextes. Il disait qu'il aurait dû me protéger davantage.
qu'il n'avait pas réalisé que les choses allaient si mal. J'en ai écouté un. Je n'ai pas écouté les autres. Ma sœur aînée a envoyé de longs textos sur les malentendus et les liens familiaux. Elle disait que je lui manquais, qu'elle voulait que nous repartions à zéro. La plus jeune demandait de l'aide plus directement, un nouveau téléphone, de l'argent pour ses études, de petites requêtes enrobées de culpabilité. Je n'ai pas répondu. Puis ma tante est passée un après-midi. Elle a apporté du café et ce ton précautionneux que les gens utilisent quand ils pensent être bienveillants. Elle m'a dit que mes parents avaient des difficultés, qu'ils regrettaient leur choix, que s'accrocher à la colère ne ferait que me blesser à long terme. Je lui ai dit la vérité. Je n'étais plus en colère. La colère est un feu ardent. Ce que je ressentais était calme, limpide. J'avais passé des années à me faire toute petite pour m'intégrer dans une famille qui avait déjà décidé que je n'avais pas ma place. Partir n'était pas une vengeance. C'était du respect de soi. Elle a hoché la tête, même si elle ne comprenait pas entièrement. La vie s'est installée dans quelque chose de plus calme après ça. Le travail est resté prenant. La maison est devenue un foyer d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. J'ai reçu des amis. J'ai fêté mon anniversaire pour la première fois sans attendre qu'on se souvienne de moi. Certains soirs, je m'asseyais dans le salon, les lumières tamisées, et je pensais à quel point j'avais failli croire que je valais moins. Ce n'était pas le cas. Je ne l'avais jamais été. Partir m'a appris quelque chose de simple mais de puissant. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre nom. Ce sont ceux qui se tiennent à vos côtés quand vous n'avez rien d'autre à offrir que vous-même. Le moment où j'ai cessé de supplier pour ma place a été le moment où ma vie est enfin devenue la mienne. Si cette histoire vous parle, vous n'êtes pas seul. Partagez d'où vous écoutez et ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur les limites, la trahison et la découverte de son propre pouvoir, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.